vous allez bien? Aujourd'hui, on va parler des différences entre les youtubeurs en France et le monde YouTube, les youtubeurs aux États-Unis. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis une américaine qui habite en France maintenant depuis pas mal d'années, 7, 8 ans, un truc comme ça, je veux même pas faire le calcul. Et je suis beaucoup des groupes sur Facebook qui ce sont des américains, des youtubeurs. J'ai également des amis youtubeurs aux États-Unis américains et les amis youtubeurs, etc. en France. Évidemment, j'habite en France, donc je suis plus impliquée dans la communauté ici. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant de vous parler d'argent, de l'égalité, des différences de mentalité, en tout ce qui concerne ce monde des réseaux sociaux sur Internet là. Cette vidéo, en fait, c'était l'idée de Dana Newman. C'est une youtubeuse américaine qui habite en Allemagne et elle voulait en faire une grande collaboration avec plein de différentes youtubeuses qui habitent, peut-être youtubeurs aussi, j'avais pas encore vu s'il y a des garçons dans la liste, mais qui habitent dans les pays étrangers et qui comparent YouTube dans leur pays avec le YouTube de là où ils êtes, si ça a du sens. Du coup, sa vidéo, j'adore comment elle est animée quand elle parle et tout. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos, ainsi que tous les liens pour les autres vidéos qui ont déjà été publiées sur ce sujet. Ça peut être vraiment intéressant. Il y a également une youtubeuse qui est juste trop mignon que moi j'estime qu'elle mérite plus d'abonnés. C'est Andrea, c'est une américaine également qui habite en France, qui fait des vidéos en anglais. Elle est vraiment chouette et aussi elle est une auteure, elle est autrice. On dit auteur ou autrice? Boum, échec pour Patricia. Bref, c'est pas très grave. On va commencer directement avec les comparaisons. Je voulais démarrer avec comment c'est vu dans les différents pays. Donc aux États-Unis, ça fait plusieurs années maintenant que c'est vraiment bien vu comme métier. C'est vu comme un métier qui est même un peu compliqué. Il y a des personnes très diplômées qui arrêtent leur travail dans leur métier et tout pour venir sur YouTube, pour utiliser la plateforme comme endroit pour apprendre aux gens, pour pas faire les leçons, parce que je sais que ce terme c'est un peu bizarre en français, mais faire un peu les leçons comme si c'était à l'école, etc. Actuellement, par exemple, je suis une gynécologue qui est toujours pratiquant. C'est une gynécologue qui est juste adorable, qui critique, entre guillemets, ce qu'on peut voir sur YouTube pour les stories d'accouchement et tout ça. C'est vachement intéressant. Le fait qu'elle soit éduquée et diplômée, etc., ça aide vraiment à passer un message que d'autres personnes ne passent pas actuellement sur YouTube. C'est vraiment cool parce que les infos, vous savez, ce sont véritables. C'est vraiment un docteur qui est en train de vous parler, etc. Et c'est absolument chouette. Il y a plein de métiers qui font parler des personnes de différents domaines et ça fait que YouTube devient un endroit de plus en plus divers. Il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à en vivre de YouTube, même s'ils ne sont pas forcément juste une personnalité toute pépette comme ça. C'est une évolution que j'adore. En France, c'est encore assez mal vu de faire YouTube, dans le sens où il y a des gens qui pensent que c'est cool, mais c'est assez niche, donc ça fait un peu geek en même temps. Mais il y a aussi cette idée que YouTubeur, c'est des gens qui voulaient pas faire des diplômes, ils voulaient pas faire des études, etc. Déjà, je trouve ça assez condescendant, mais aussi un peu stupide, on va se le dire. Si vous avez un diplôme, ça veut dire que vous pouvez créer de contenu encore plus intéressant et encore plus diversifié que ce qu'on voit déjà sur YouTube. Donc il ne faut pas hésiter juste parce que vous êtes très diplômé à faire des vidéos. Si vous avez quelque chose à partager avec le monde, n'hésitez pas à créer votre chaîne si jamais l'idée vous tente. C'est vraiment cool. Mais je trouve aussi qu'il y a une petite minorité en France qui aime bien dénigrer tous les travails qui ne sont pas leur travail. Donc leur travail, c'est le travail le plus dur au monde et tout le reste du monde, c'est facile. Oh, les enseignants, ils ont 3 mois de vacances dans l'année, tranquille, ça doit être facile d'être prof et tout. Alors que clairement, si vous leur dites, alors vas-y, fais les études pour être prof, ils vont dire non, ils vont chercher des excuses tout de suite. Ils vont dire ça aussi pour les gens. Ouais, celle-là, elle fait que couper des cheveux, ça ne demande ni de talent, ni d'études, je vais pas lui payer autant. Alors que, allez, si c'est si facile, faites-le. Ça, c'est mon conseil à tout le monde. Si jamais il y a un métier où vous trouvez que les gens ne sont pas qualifiés et qui gagnent trop facilement leur vie, n'hésitez pas à faire pareil. Mais je pense que eux-mêmes, ils savent que c'est plus compliqué que ça, sinon ils le feront, parce que ça serait bête sinon. Et un truc qui a évolué aux États-Unis que je n'ai pas encore entendu parler en France, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas, mais les réseaux sociaux, même pour tous les boulots, ça commence d'être de plus en plus avantageux. Je sais que ma soeur, par exemple, elle voulait travailler à Las Vegas et le travail qu'elle voulait faire, elle me disait qu'elle pensait pas être acceptée parce qu'elle n'avait pas assez de followers sur Instagram. Et j'étais surprise,
comment ça? Et également, elle a un copain du lycée qui m'a contacté il y a pas très longtemps parce qu'il voulait que je lui fasse de la pub parce qu'il disait même si c'est défoncé, c'est pas grave, c'est juste le fait d'avoir plus de followers, ça va me rendre plus crédible et j'aurai plus d'opportunités pour l'emploi. Je lui avais pas fait la pub parce que je pensais pas que son contenu allait vous apporter de la valeur, bien entendu, mais j'étais surprise par cette mentalité et quand j'écoute les gens qui travaillent dans les RH et tout aux États-Unis, ils regardent vachement les réseaux sociaux. Et alors, c'est pas à dire que juste le fait d'avoir des followers, ça vous rend plus crédible, pas du tout. Mais c'est le fait d'avoir un compte qui est vraiment dédié à une niche où vous allez construire des relations juste sur Internet, même si c'est superficiel, déjà avec des personnes dans ce domaine. Ça montre quand l'employeur va regarder votre profil, il va se dire « Ah, bah, cette personne, elle est déjà impliquée dans ce monde, elle a déjà, même si c'est pas de l'expérience, ça compte un tout petit peu quand même parce qu'elle est vachement dédiée à tel et tel sujet. On voit ça. C'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter de plus. Et bien sûr, si vous êtes très très niche avec vos réseaux sociaux, vous êtes très professionnel là-dessus et en plus vous avez pas mal de followers, là ça va vous apporter de crédibilité. Par contre, si vous allez postuler, je sais pas, pour être docteur et vous avez juste plein de selfies dans votre bikini, même si vous avez des centaines de milliers de followers, là ça va vous apporter rien. On est d'accord, c'est vraiment les niches spécifié où vous essayez vraiment de communiquer sur les réseaux sociaux avec d'autres professionnels dans le domaine où vous aimeriez travailler, si ça a du sens. Alors je serais curieuse de savoir si ça existe en France, si ça commence à se développer un petit peu, parce que ça fait déjà un bon 2-3 ans aux États-Unis où pour la génération de ma sœur, c'est assez important. Le communauté, je trouve qu'en général, la communauté aux États-Unis, bien qu'il y a plein de défauts, c'est un peu plus ouvert, c'est un peu plus facile à demander des gens pour les collaborations. Moi, si je vais contacter par exemple une Américaine pour faire une collaboration, soit elle va me dire oui, soit elle va dire non, mais c'est pas grave, après on passe à autre chose. Mais en France, même quand je parle avec d'autres youtubeuses, on a toutes les mêmes craintes, c'est que si jamais on demande de faire une collaboration avec quelqu'un, on peut très 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 vite passer pour une opportuniste, une gratteuse, gratteur, etc. Des choses pas très très flatteurs, même si c'est une collaboration où vraiment le fait de le faire ensemble, ça pourrait améliorer la qualité de notre chaîne. Ça pourrait vous offrir à vous les abonnés une vidéo qui est bien plus intéressante si on est à plusieurs, on a plusieurs cerveaux qui travaillent dessous, etc. Ça peut être vraiment chouette. Tout le monde en a peur de faire les demandes ou d'essayer de faire les démarches parce qu'ils ont justement cette peur de travailler, de passer pour une gratteuse. Alors, aux États-Unis, c'est vrai, par exemple, si quelqu'un qui a 50 abonnés va contacter quelqu'un qui a 500 000 et ils disent hey, je vais te faire le pub, si toi tu me fais le pub en retour, évidemment c'est pas intéressant, donc la personne va dire non et c'est pas super bien vu. Mais en France, c'est même si vous avez le même niveau ou même si vous contactez quelqu'un qui a moins d'abonnés que vous pour faire un partenariat, pour faire une collaboration ensemble, parfois ça peut être assez mal vu. Vous savez pas si la personne va dire oui et être d'accord ou si la personne va dire non et ensuite dire à plein d'autres youtubeuses que vous êtes une gratteuse. Parce que moi, j'ai pas eu l'expérience où on disait ça derrière mon dos à ma connaissance, mais j'ai déjà entendu parler des plein de filles qui sont un peu blacklistées parmi d'autres youtubeuses, mais elle, c'est une gratteuse. C'est compliqué. Parfois, c'est dommage parce qu'il y a des vraies bonnes collaborations qui sont perdues. Mais de temps en temps aussi, vous rencontrez des gens qui sont clairement pas ici sur YouTube ni sur les réseaux sociaux pour les bonnes raisons. Elles sont clairement là juste pour gratter des partenariats faciles, etc. Et elles s'en fichent de leurs abonnés, elles s'en fichent de le partage et elles veulent juste grimper aussi vite que possible. C'est un monde un peu délicat. Bien sûr, aux États-Unis, ils sont pas stupides non plus. Ils vont pas accepter tout et n'importe quoi comme collaboration. Mais je me sentirais moins jugée de demander à quelqu'un qui a un niveau similaire à la mienne pour faire un partenariat. S'il me dit non, je vais présumer que ça veut juste dire qu'ils sont pas intéressés, c'est pas grave, peut-être ils n'ont pas le temps, peut-être ils veulent pas, c'est pas la fin du monde. Mais en France, j'aurais peur de faire des demandes parce qu'après, tu peux te faire étiqueter de gratteuse et c'est fini quoi. Et le plus que le temps passe, le plus que je trouve que le petit monde, ça devient fermé parce qu'il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens à haut niveau qui ont eu des mauvaises expériences qui fait qu'ils n'ont pas envie de s'ouvrir à tout le monde. Enjoy Phoenix par exemple, qui est très connu pour être très fermé dans son petit monde et les gens qu'elle laisse rentrer dedans. Dans la communauté, tout le monde le sait, tout le monde en parle, même les gens qui sont pas forcément mal intentionnés ou qui ont même presque autant d'abonnés qu'elle, ils disent que c'est quasiment impossible d'être ami avec elle parce qu'elle est tellement peureuse, si ça c'est le mot que je peux utiliser, que les gens vont essayer de venir et être amis avec elle uniquement dans un but de profiteur, si ça a du sens.
C'est vraiment triste, c'est dommage que ça se passe comme ça, mais en même temps, je les comprends. Si tu te fais avoir une fois, tu dis non, punaise, ça c'est pas cool. 2 fois, tu dis bah, faut que je fasse attention. 3, 4 fois, tu dis non, c'est bon, hein, je reste dans mon petite bulle et je vois personne. Donc ça existe un tout petit peu aux États-Unis. Après, bien sûr, vous avez certaines personnalités qui sont plus fermées que d'autres. Et bien sûr, moi, à 300 000 abonnés, je vais pas contacter quelqu'un qui a la chaîne de la taille de Andrew Phoenix pour lui demander une collaboration et puis être déçu après quand elle me dit non ou quand elle me répond pas. Ça serait juste normal. Parce que là, ça serait effectivement à profiter. Vu qu'elle a beaucoup plus d'abonnés que moi, ça serait pas normal que je sorte nulle part sans même être amie avec elle pour demander un partenariat, vous comprenez. Mais c'est dommage que même qu'on a à peu près le même niveau, même si on a fréquenté la personne plusieurs fois en vrai, on sympathisait avec eux, on les trouvait sympas, vous devez toujours avoir peur que derrière la personne va parler mal de vous si jamais vous demandez une collaboration. Vous voyez ce que je veux dire, la petite différence, la petite nuance là. J'étais surprise aussi à quel point les gens ils ont peur de faire la publicité gratuite à quelqu'un en France. Quand j'étais au Get Beauty par exemple, il y avait une fille qui a filmé toute 1 minute où elle parlait à la caméra pour faire son blog, etc. Et juste à la fin du clip, il y avait une autre fille, une autre youtubeuse qui est passée derrière, mais par plusieurs mètres, hein. Elle devait être floue même dans l'image. Mais le youtubeuse qui filmait, une fois que la fille était passée, elle baissait la caméra, elle disait ah faut tout redémarrer, je veux pas faire la pub gratuite à celle-là, et elle a redémarré. Et c'est quelque chose que je vois assez souvent, les gens ils essaient vachement d'éviter d'avoir certaines personnes dans leurs vidéos, mais pas juste les personnes qu'ils aiment pas, mais genre tout le monde. Il y a une mentalité pour certaines qui, tous leurs abonnés, ce sont les leurs, ils veulent pas les partager. Et c'est juste, je sais pas, moi c'est bizarre. C'est pas parce que je suis Auréa que je ne peux pas également suivre Caroline. Je peux très bien regarder deux vidéos, hein, c'est pas trop de compète. Personnellement, c'est une mentalité que j'ai un peu du mal à comprendre. Après, je veux bien que si une personne est problématique ou si tu as une dispute avec elle, que tu veux pas faire la pub non plus pour les personnes qui t'ont fait du mal, mais There's a fly in here. Sur un côté, il y a un moustique qui n'arrête pas de me passer à côté de la tête et sur l'autre côté, il y a la mouche qui n'arrête pas. Je suis pas chanceuse là pour cette vidéo, mince. Tout ce qui est légal, alors je ne suis pas avocate, vous vous en doutez, mais les lois pour les youtubeurs ne sont pas pareilles aux États-Unis et en France. En France, par exemple, la vie privée de la personne est beaucoup plus protégée qu'aux États-Unis. Pour filmer les gens à leur insu, etc. Alors c'est un peu compliqué parce que si c'est sur la voie publique, dans certains cas, vous risquez rien, d'autres cas, un petit peu si c'est considéré comme un lieu privé, etc. Bref, vous pouvez avoir jusqu'à 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. C'est quand même assez grave si jamais vous enfreignez cette loi. Donc les gens, ils sont vachement dans leur coin. Ils essaient de filmer personne, c'est plus privé. Donc aux États-Unis, la loi est beaucoup moins stricte, c'est beaucoup plus flexible et il y a beaucoup plus de gens qui sont justement filmés un peu à leur insu, ce qui est dommage. Moi, j'aimerais bien justement qu'ils aient un peu plus de loi contre ça. Mais en général, les Américains, ils sont aussi plus ouverts à l'idée d'être devant la caméra. Vous avez vu, mes parents, ils ont aucun souci d'être devant la caméra. Hey, ciao, how's it going? How you doing? Donc mes beaux-parents, vous les avez peut-être vus par-ci par-là, les petites mains, leur visage vite fait, mais ils sont pas genre volontiers bénévoles pour venir être dans mes vidéos tout de suite. Pour tout ce qui est déclaration, en France, il y a tellement de paperasse, je perds un temps monstre, il faut déclarer tous les mois. Moi, je dois déclarer à 2 sources différentes, je dois déclarer par-ci, par-là. L'URSSAF, je sais pas qui s'occupe sur mon pilier, mais il y a quelqu'un d'incompétent comme pas possible qui s'occupe de mon dossier, donc je perds un temps monstre à essayer de rectifier ces erreurs. Ça me rend folle. Ça me rend folle. J'envoie des lettres avec des preuves comme quoi c'était déjà payé. Il m'écrit oui, c'est bien, c'est vrai que vous avez déjà payé ça, mais en fait, cet montant qu'on vous demande, ça ne correspond pas à ce qui est écrit sur les sites, ça correspond à un autre mois. Et donc, j'envoie tous les documents qui correspondent à le mois en question pour prouver que j'ai déjà tout déclaré, tout payé, etc. Et on ne me répond plus. On va juste me relancer pour le payer plus tard. Je deviens folle. Ça fait genre 3 ans que... Et juste une petite astuce, si jamais vous avez l'option qui retire l'argent directement de votre compte bancaire tous les mois pour que vous n'ayez pas besoin de passer par la carte bancaire, ne le faites surtout pas. Un mois, je devais quelque chose comme 300 € et donc je l'ai payé en temps et en heure les 300 € et hop, ils ont juste retiré pour le fun 1000 € de mon compte. J'étais folle. C'était presque impossible de le retirer. Ils ne voulaient pas le donner. J'ai dû faire opposition avec le banque. C'était tout un grave problème. Je les envoie un tout petit peu, leur sac de mon pilier. Mais bref, plein de paperasse. Je dois mettre un minimum 3 heures par mois à faire le paperasse quand c'est moi qui se passe.
comme ça, hyper lisse, très très bien. Donc, si c'est moi qui passe mal, je dois faire les rendez-vous, je dois faire... Oh, gosh. Et je fais tout en temps et en heure, hein, mais pourtant, c'est pas possible, c'est hyper frustrant. Donc, aux États-Unis, vous gardez votre comptabilité chez soi quand vous êtes au début de votre entreprise, quand vous gagnez pas des sommes énormes, et vous allez déclarer une fois par an. Et vous allez tout payer dans un coup. Donc, il faut bien prévoir de mettre l'argent de côté d'abord. Vous n'avez pas un ciré ou un numéro d'entreprise, parce que si vous gagnez moins que 70 000 $ par an, c'est pas vraiment la peine d'être une entreprise, etc. C'est quelque chose que vous faites personnel, vous êtes self-employed. Voilà. Les publicités! Je vous ai déjà expliqué en vidéo, mais aux États-Unis, les vues sont plus rémunérées qu'en France. C'est parce que les gens qui payent pour la publicité, les marques aux États-Unis, elles sont prêtes à mettre plus d'argent dans les publicités sur YouTube, tout simplement. Donc les marques françaises, comme c'est encore moins connu et tout, ils payent moins. Et du coup, comme ils sont prêts à mettre moins dans les publicités sur YouTube, ensuite, on est rémunéré moins quand il y a des vues qui viennent de la France que quand il y a des vues qui viennent des États-Unis, encore d'Australie, je crois que c'est encore plus. Je mettrai les petites captures d'écran ici pour combien on gagne par 1000 vues, etc. Sachant que les numéros que vous voyez là, les chiffres, ça c'est avant que YouTube il prend leur gros pourcentage, c'est presque la moitié je crois. Et puis ensuite, ça c'est le chiffre brut quoi. On doit aussi payer les cotisations, impôts, etc. Pour tout ce qui concerne la transparence aux États-Unis, on est obligé de mettre dans le barre d'infos et également dire en haute voix dans la vidéo que c'est une vidéo sponsorisée. Vous avez peut-être vu également le petit sorte de titre qu'on peut mettre vers le bas de l'écran qui disent s'il y a un partenariat dans cette vidéo, etc. Ça ne compte pour rien, ça compte pour que dalle légalement. Ça, c'était juste inventé par YouTube parce qu'il y avait des personnes qui avaient fait des vidéos sponsorisées dans le passé qui ne savaient pas encore les lois américaines pour tout correctement déclarer. Et c'était un truc pour genre si après vous avez oublié de dire dans la vidéo que c'était sponsorisé, vous pouvez mettre cette petite affiche pour essayer de montrer que vous êtes de bonne foi. Mais bon, même ça, c'est pas 100% sûr que ça va compter au niveau de la loi. Il veut vraiment que ça soit dit en haute voix. Vous n'êtes pas obligé de dire cette vidéo est sponsorisée par, mais vous pouvez tout simplement dire merci à Colgate d'avoir travaillé avec moi pour cette vidéo. Et vous voyez. Donc en France, soit il faut le dire dans la vidéo, soit on peut le mettre dans le barre d'infos, n'importe où dans le barre d'infos. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de risques que vous allez être tapé avec une amende. Une chose qui est bien à savoir par contre, c'est qu'en France, on a la possibilité, il y a un site où vous pouvez aller et déclarer si jamais vous voyez les publicités cachées sur Internet chez un YouTuber, un influenceur. Il y a un site où vous pouvez aller pour remplir toutes les infos et faire une sorte de déclaration comme quoi vous avez vu cette pub et ils vont investiguer après. Bien sûr, c'est pas du tout anonyme, mais si jamais vous êtes autant dérangé que ça, vous pouvez les contacter. J'ai déjà été dans une campagne où on a été plusieurs influenceurs. Il y en avait un qui n'a pas déclaré correctement. Il avait mis hashtag ad, ce qui ne compte pas. Hein? Toutes les ce qui est hashtag pour la loi française sur les photos Instagram, ça ne compte pas comme déclaration. Il faut bien mettre dans le post soit la petite notif en haut là, si vous avez les comptes qui sont approuvés, vous avez le droit de faire ça. Si vous n'avez pas, vous devez bien mettre en collaboration rémunérée ou en partenariat ou sponsorisé par et dire la phrase complète quoi. Vous pouvez pas juste mettre hashtag collab, hashtag ad et ça compte. Non, ça compte pas comme être déclaré. Pour la loi française, il faut que ça soit beaucoup plus visible. J'ai déjà été dans une campagne où la personne qui postait juste avant moi avait mis la hashtag ad et c'est tout. Et ils se sont fait bien taper sur les droits. Mais par contre, c'est la marque qui prend plus cher. Les influenceurs en général, ils ne prennent pas plus cher que ça. Donc, si vous voyez des partenariats cachés et ça vous dérange vraiment, n'hésitez pas à contacter la marque et leur faire part de votre mécontentement. Ceci dit, je pense qu'en France, tout le monde n'est pas au courant des lois exactement. Il y a beaucoup de gens qui sont de bonne foi, qui croient qu'ils déclarent correctement les choses, alors que pas du tout. Et ça, je vous dis ça parce que parfois, il y a des marques qui ont les clauses dans les contrats où ils vont me dire ce que je dois déclarer pour que ça soit plus transparent. Et parfois, c'est des choses qui ne passent pas du tout légalement. Mais même les marques sont parfois pas au courant de ce qui va en dommage, ou même les agences. Parfois, c'est carrément les agences où c'est littéralement votre travail de protéger l'influenceur et la marque. Et ce n'est pas fait. Ils sont pas au courant de comment il faut déclarer les choses correctement, ce qui est un peu dommage pour tout le monde, quoi. Et également pour les partenariats, sachez que les partenariats que je reçois qui viennent des États-Unis ou des marques anglophones en général, je suis souvent payée 2 fois plus que des partenariats avec des marques françaises.
mais facilement. Parfois, c'est encore plus, mais c'est quelque chose à garder en tête. Je ne sais pas si c'est pareil à travers tous les domaines sur YouTube, mais dans mon expérience, mes partenariats qui viennent des États-Unis ou d'Angleterre sont mieux rémunérés que les partenariats en France. Voilà. N'oubliez pas d'aller sur Instagram et jouer les petites devinettes pour voir ce que ça va être le très grande annonce que je vais vous faire là bientôt. J'ai trop hâte de vous dire enfin. Ça va être un gros soulagement parce que je le cache depuis décembre. Je le cache. Maintenant, vous savez que je suis pas enceinte parce que si c'était depuis décembre, là, je serais en train d'accoucher quoi. Mais non, pas enceinte du tout. Vous inquiétez pas pour ça. Et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!